documentée, très accessible. Et on va passer aux travaux pratiques. Et on va commencer par le docteur Marie-Suzanne L'Église, qui est médecin gériatre, praticien hospitalier au centre Antonin Bambès, qui donc a été responsable du pôle gériatrie et qui a du fait de sa pratique médicale sur des personnes très âgées, une réflexion éthique intéressante. Et cette réflexion éthique, elle l'a même structurée au niveau de ses équipes, puisque je crois qu'une fois par semaine, vous réunissiez dans ce que vous appelez les tisanes, hein, les tisanes éthiques. Donc, Marie-Suzanne, merci d'être là et je te laisse la parole. Merci Michel. Voilà, donc on m'a demandé un cas clinique. Donc c'est un cas clinique. On l'a résolu comment on a pu, en collégialité. On a essayé de vivre ça en collégialité. L'intérêt, c'est d'amener plutôt des réflexions et d'amener des interrogations. Je disais aux membres de ce matin que vraiment ce que j'avais beaucoup apprécié, c'était l'humilité, je retiendrai, et le questionnement quasi permanent à avoir. Voilà. Donc, je vais commencer. Et du coup, pour ne pas dormir, j'espère que vous allez participer. Alors, monsieur Y, 88 ans, prof d'histoire à la faculté, il est marié et il vit avec son épouse. Ils n'ont pas d'enfants et c'est elle l'aidante principale. Ils ont en fait 2 domiciles. Ils passent 6 mois dans les beaux temps à la campagne et 6 mois sur Montpellier, en sachant que sur Montpellier, le domicile est adapté à tout handicap qui pourrait survenir et qu'à la campagne, eh bien, il y a des escaliers. Il n'y a pas d'aide à domicile. Alors, ce monsieur fait une chute de sa hauteur par maladresse et il a une fracture du fémur en dessous d'une prothèse totale de hanche, donc c'est un peu plus complexe. Il est opéré, donc pas de problème. Par contre, et ce qui est délétère chez la personne âgée, c'est qu'il ait une période au moins de 6 semaines sans pouvoir appuyer et sans pouvoir marcher. Ce qui risque de débricoler, on va dire, le montage qui a été fait. Et après ces 6 semaines, il faudra prévoir une rééducation. Alors, il n'a pas que ça, il n'a pas qu'une fracture. En fait, il a surtout une insuffisance rénale chronique sévère qui est suivie depuis 5 ans et à un stade vraiment important jusqu'au point où depuis 3 ans, il est dialysé 3 fois par semaine. Et ça se passe pareil dans chaque région avec une anticipation des besoins. Son deuxième problème, c'est qu'il a des troubles cognitifs majeurs, mais plutôt vasculaires, ce qui veut dire que c'est parfois en dents de scie. Enfin, la manifestation, c'est en effet avec des troubles de la mémoire depuis au moins 3 ans, avec surtout une apathie, c'est-à-dire il est moins actif spontanément, on va dire. Mais quand même, il garde une activité puisqu'il lit des livres d'histoire, il s'intéresse et il suit à la télévision des reportages qui l'intéressent. Donc on voit quand même qu'il a une activité intellectuelle, etc. Et depuis, il y a 3 ans, il avait eu une évaluation gériatrique et, vous savez, les gériatres, ils aiment bien les échelles. Pour essayer de situer quand il y a des troubles cognitifs, il a un MMS, c'est ce qu'on appelle, à 19 sur 30. Donc c'est pas quand même très sévère, mais quand même, c'est quelqu'un qui a un haut niveau intellectuel, donc c'est quand même notable. Sur le plan locomoteur, il commençait déjà à avoir des troubles de la marche, avec une diminution de son périmètre de marche,
parce qu'il avait, à cet âge-là, une arthrose au niveau des genoux, et il avait déjà été opéré d'une prothèse de hanche, puisque c'est en dessous de cette prothèse qu'il s'est fracturé. Et puis, de l'autre côté, bien sûr, il a aussi une arthrose, donc tout cela fait qu'il diminue son périmètre de marche. L'histoire de la maladie, donc il fait une chute de sa hauteur, il est opéré, il a besoin de 6 semaines où il ne peut pas appuyer, donc les centres de rééducation ne le prennent pas. À la maison, c'est compliqué, du coup, il va dans une EHPAD pendant ces 6 semaines, EHPAD qu'il connaissait parce qu'il avait déjà fait des séjours temporaires quand sa femme était fatiguée. Et là, il commence à avoir ce que nous appelons parfois des troubles du comportement. Il est un peu confus, et puis il commence à être opposé, il veut se lever, bien sûr, il veut marcher, et du coup on met des contentions au fauteuil qu'il ne supporte pas très bien. Il mange peu, et il mange seulement, et surtout quand sa femme vient le voir. Elle vient tous les jours le voir, et il passe beaucoup de temps avec lui, et il est bien plus calme quand elle est là. Les néphrologues de la campagne ont proposé une réflexion sur l'intérêt ou non de continuer finalement cette dialyse à 3 fois par semaine. Est-ce que, au vu de son évolution cognitive et comportementale, et là, son épouse a refusé un arrêt de dialyse et a préféré du coup prévoir un séjour plutôt sur Montpellier pour la rééducation, puisqu'il pourrait continuer sa dialyse. Il est hospitalisé en rééducation et il continue les dialyses 3 fois par semaine. Que se passe-t-il au niveau de son état général de l'autonomie? Alors avant la chute, on a réinterrogé son épouse. Et pour voir son autonomie, pour voir en plus de détails, il commençait à demander de l'aide pour la toilette, mais c'était seulement un peu d'aide, parce qu'il était arthrosique. Et puis, sur l'habillage, un tout petit peu, il était continent, il mangeait seul, et il avait juste des petits troubles de la mémoire, mais il continuait, comme je vous l'avais dit. Et à la campagne, par contre, il ne sortait plus parce qu'il n'arrivait plus à prendre des escaliers. Depuis son opération, bien sûr, il est complètement dépendant. Il s'intéresse moins à l'histoire, il ne lit plus, il a même des moments de désorientation temporelle complète, il ne sait plus où on en est, si on est en été, en hiver. Il est dépendant pour les soins d'hygiène, l'habillage, il est incontinent. Il mange de moins en moins et il semble manger mieux, toujours, quand son épouse est là. Il a perdu du poids sur les 3 derniers mois, même donc avant sa fracture, et il reconnaît bien son épouse et il est plus calme. En service de rééducation, il est pris par les kinés, par l'ergo, par la psychologue, par le psychomote, le diététicien. Donc il est pris par tout le monde. Il est très agité, devient opposant, d'abord pour la toilette, puis refuse de plus en plus à participer aux séances de rééducation. Il est même débranché par le cadre pour la dialyse. Il semble douloureux, même sous traitement antalgique. Il a des troubles du sommeil avec une agitation. Il fait peu de progrès, puisqu'il marche à peine dans les barres parallèles. Il n'arrive même pas à faire demi-tour dans les barres parallèles et ne peut faire aucun transfert du lit au fauteuil. Il se plaint beaucoup de fatigue. Et sur le plan cognitif, au bout d'un mois, le MMS était à 10 sur 30. Donc, aggravation au niveau des fonctions cognitives. En réunion pluriprofessionnelle, donc toutes les semaines, il y a une réunion où on fait le point sur son état et sur ce qui peut être espéré et comment ça évolue. Alors, pas de progrès sur l'autonomie et altération même de son schéma corporel. La psychomote a travaillé avec lui pendant ce mois-là.
paroles de ce monsieur qui ont été rapportées par différents soignants. Un sentiment de solitude, même si son épouse vient tous les jours et vient le faire manger, le stimuler. Une plainte d'une asthénie quasi permanente auprès des différents soignants, mais jamais il n'en parle devant son épouse. Mange très peu, de moins en moins, seulement quand elle est là. Se plaint de plus en plus de douleurs osseuses de différentes causes, arthrose, insuffisance rénale, enfin, mobilisation. Et puis, il aurait dit en avoir assez des dialyses, paroles entendues lors de certains retours, ou avant de partir, puisque ça se fait dans la dialyse, et paroles même parfois recueillies auprès des soignants de néphro, où il dit que vraiment, ça lui pèse. Paroles et retour du vécu quand même aussi de son épouse. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Elle devient vindicative. Elle ne comprend pas qu'il ne fasse pas de progrès et rend le service et les soignants responsables de cet échec. Elle dit qu'elle ne pourra pas le reprendre, parce qu'elle aussi est fatiguée, et en effet, elle a aussi une tumeur cérébrale, tumeur bénigne, mais qui la fatigue. Elle aurait vu les néphrologues qui posent la question de diminuer les dialyses. En fait, elle dit, c'est le service, vous l'avez tassé par des psychotropes, par des calmants, parce qu'il est agité, alors qu'en fait, les psychotropes avaient déjà été baissés depuis au moins 15 jours. Donc, questionnement de l'équipe de rééducation. Faut-il continuer les dialyses? Ne serait-ce pas de l'acharnement, de l'obstination déraisonnable? Quel bénéfice? Il n'y a pas de directive anticipée et il n'y a pas de personne de confiance. Son épouse, elle refuse d'arrêter, même de diminuer les séances de dialyse. Elle continue à avoir un contact avec lui et c'est aussi important pour lui et pour elle. Il est calme, il est content, il n'a jamais dit qu'il en avait assez. Préconisation par l'équipe et médecins, contacter peut-être l'équipe de dialyse, voir avec l'équipe de soins palliatifs pour une prise en soin déjà, en attendant d'une réflexion plus poussée, relève-t-il de leur prise en soin? Et donc maintenant, et vous? Et vous, quelles questions cela vous pose? Quelles hypothèses? Quelle compréhension ou moins compréhension? Parce qu'en effet, peut-être vous avez d'autres questions que je n'ai pas dites. Quelles sont les valeurs en vous? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait des valeurs morales mises en jeu par ce questionnement. Et que proposeriez-vous dans la réflexion de votre place que vous auriez là? Je crois que l'habitude est de faire une réflexion en petit groupe, c'est-à-dire que... On peut se retourner de deux, là. Voilà, de deux, le premier rang se retourne vers le deuxième, le troisième vers le quatrième, et on réfléchit à 4 à 6, c'est ça? Oui. Et on se donne 10 minutes? Oui, allez. Allez. On va reprendre. Sinon, on va... Alors, quelle question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien commencer? Oui. Alors, on va attendre un temps avant les questions. Que tout le monde soit réinstallé. Oui, vous êtes Est-ce que tout le monde est prêt à entendre la première question? Oui. Donc, nous sommes nombreux pour être synthétiques. Donc, première règle, on s'est écouté. Deuxième règle, on a réfléchi. Plus fort alors. Est-ce que vous voulez reprendre en colombien? Il faut être synthétique parce qu'on est nombreux à parler. Donc, nous, dans un premier temps, nous nous sommes écoutés.
nous avons réfléchi, chacun, et nous avons apporté des idées. Donc, première chose, triangulation. C'est-à-dire que dans le cas qui nous est présenté, tout le monde entend tout le monde, mais chacun rapporte ce que dit l'autre. Donc qu'en est-il? Serait-il intéressant de nous mettre en confrontation, en réunion commune agréable et sympathique autour d'une tasse de thé, les soignants, la femme et l'homme? Deuxième chose, cet homme a effectivement, il est dans une descendance cognitive. Est-ce que ces antidépresseurs sont correctement adaptés? Parce que cet homme ne redonnera jamais une grande mobilité, mais pour autant, il peut retrouver le plaisir de ses connaissances intellectuelles, notamment l'histoire, la géographie. L'histoire. On a évoqué aussi l'hospitalisation à domicile, avec ses limites en termes d'organisation, de coûts et surtout la capacité de l'épouse à porter cette solution. Et enfin, on voulait essayer de trouver ensemble la solution pour inverser la spirale et permettre à cet homme d'avoir encore des jours bienveillants, corrects, avec là une interrogation, la dialyse. Faut-il continuer la dialyse? Donc à mon sens, il faut une expertise clinique. Depuis quand a-t-il sa fistule? Est-elle opérationnelle? Où va-t-on? Très bien, merci. D'autres réactions? Je n'interviens pas. Alors pour nous, on se disait que plutôt que de rapporter les paroles de l'homme, on essayait d'avoir une rencontre avec lui pour entendre ce qu'il signifie quand il dit ce qu'il dit. Voilà. Parce que qu'il en ait marre de la dialyse et qu'il en ait marre d'être soigné, on peut le comprendre. Est-ce que ça signifie quelque chose de plus profond? Dans un deuxième temps, ou de manière concomitante, on ne sait pas si on a du monde, on écoute la femme pour savoir de quoi elle a peur, essayer de la laisser dire tout ce qu'elle a besoin de dire. On se fait aider d'un psychologue parce qu'on a quand même compris qu'elle était très véhémente et que ça pouvait être difficile pour le personnel soignant d'aller jusqu'au bout, d'entendre ce que la femme avait à dire. Et dans un troisième temps, tous ensemble, et en présence aussi d'un psychologue, c'est-à-dire le mari et la femme et l'équipe, mais toujours en présence d'un psychologue parce que, principalement à cause de la véhémence de la femme vis-à-vis de l'équipe qui pourrait être qui aurait du mal à entendre jusqu'au bout tout ce qu'elle a à dire, et voilà. Et après, on n'a pas de solution. Merci. Troisième. Moi, j'ai juste noté dans notre petit échange, donc je n'ai pas la prétention de parler au nom du groupe. On s'était dit aussi la nécessité de mettre en place, à minima, via un médiateur, psychologue ou pas d'ailleurs, un dialogue dans le couple. Parce qu'il y a manifestement divergence de position et que ça vaut le coup que cette divergence soit explicitée, parlée et qu'on arrive peut-être avec l'aide de quelqu'un, à se comprendre un peu. On s'est accessoirement interrogé sur la raison qui a mené l'équipe soignante à envisager d'arrêter la dialyse. Pourquoi est-ce que l'équipe se pose la question d'arrêter la dialyse? Et on n'a pas bien entendu dans ce que tu nous as présenté du cas clinique comment cette question-là émerge. Il nous a semblé que décider d'arrêter une dialyse 3 fois par semaine, c'était embarquer sur un chemin de décès relativement à court terme. Et donc voilà, comment cette idée d'arrêter la dialyse s'est posée, on ne sait pas trop. Et puis, voilà, est-ce que c'était la question de relecter des soins palliatifs? Est-ce que le passage à des soins palliatifs, c'était l'ordre du questionnement, hein, on n'a pas de réponse. Est-ce que le passage à des soins palliatifs, c'est l'arrêt complet des soins curatifs, ou est-ce que, comme on l'évoquait ce matin, il y a un chevauchement, et quels sont les enjeux de ce passage à des soins palliatifs? Merci. Je vais répondre. Après avoir posé beaucoup de questions, dans notre équipe, on a pensé que la bonne solution peut-être serait de le faire changer d'équipe, de faire changer médicalement. De mettre ailleurs, parce que tout le monde semble fatigué. Tout le monde semble fatigué, et peut-être qu'un autre contexte, dans un autre environnement, pourrait permettre à tout le monde de repartir sur un pied peut-être.
Allez-y. Oui, allô? Oui, C'est ça. Je veux bien garder le micro. Oui, nous avons pensé à une solution qui intégrait ces désirs alvéolaires sans demander quoi que ce soit, c'est-à-dire beaucoup de douceur et installer des soins palliatifs à domicile, qui seraient demandés certainement pour expertise par le médecin traitant et au vu de certaines choses qui permettraient au couple de se retrouver. Je pense qu'il faut être quand même relativement directif, ils sont en souffrance, ils sont âgés, et donc dans la douceur, intégrer, si le responsable des soins palliatifs du CHRU l'accepte, toute une équipe autour de l'épouse et de l'époux, laisser partir l'époux, et l'épouse se retrouver toute seule, mais au moins elle aurait bien fait son chemin. Si ça se passe dans la précipitation, il faut penser au couple, à l'amour, un truc comme ça. Voilà, l'unité de nous tous. merci. Je voulais répondre à une question quand même qui me semble essentielle. Pourquoi l'équipe, en effet, s'est posé la question? C'est qu'il a dit à plusieurs moments qu'il avait assez de ces dialyses. Et quand il a dit à plusieurs membres de l'équipe et à plusieurs équipes, parce il a dit à l'équipe qui le prenait en charge, et il a dit aussi en néphrologie. Donc la question s'est posée, et quand la dame l'épouse a été interrogée, l'équipe de l'autre équipe où il avait ses dialyses s'était posé déjà la question de diminuer les séances de dialyse, chose qu'elle avait refusée. Voilà. Donc la question là, c'est devenait un peu plus importante parce qu'il était en train de maigrir et puis il souffrait énormément. Hein. Voilà, donc la question se posait. La deuxième sur laquelle je pense que c'est important, hein, vu le temps imparti aussi, c'est pourquoi appeler une équipe de soins palliatifs. En effet, l'équipe de soins palliatifs, ça ne veut pas dire fin de vie et mort immédiatement. C'est bien dans l'accompagnement et surtout dans l'accompagnement, on sait que ce monsieur va mourir. Il va mourir, mais on ne sait pas quand. Mais tout être humain est dans ce cadre-là. Sauf que là, il y a des éléments qui commencent à faire penser qu'il a une altération et il maigrit encore de plus en plus. Et au niveau du cerveau, il a de plus en plus mal. Les traitements antalgiques commencent à ne pas faire suffisamment effet. Donc au niveau du confort, il est important. Et la troisième chose qui nous ont fait penser à ça, c'est la souffrance et de lui, mais aussi de sa femme. Parce que sa femme est très en souffrance de cette situation. Et elle est vindicative, mais elle est vindicative parce qu'elle est en souffrance. C'est pas parce que... il faut bien que des gens soient responsables. C'est trop difficile quand les gens comme ça... les soignants sont le réceptacle, mais peu importe, je crois que c'est aussi de notre rôle d'avoir des personnes qui nous disent qu'ils n'en peuvent plus à leur façon. Pour elles, c'était insupportable d'envisager une séparation, voilà, définitive, qui commençait, elle, même si... voilà, et donc... Si nous, on n'était pas capable, pour le moment d'avancer, c'est bien d'appeler une autre équipe pour pouvoir avancer. Après, changer d'équipe, en gériatrie, ça me fait toujours réfléchir. Changer d'équipe pour nous, c'est ce que vous venez de dire. Oui. Voilà. Appeler une équipe nouvelle, changer le cadre. Alors, appeler une équipe nouvelle ne veut pas dire changer de cadre. Parce que changer de cadre, déjà, il a 2 cadres. Il a 3 cadres. Il avait 2 domiciles. Il a eu l'hospitalisation en chirurgie. Il a eu l'EHPAD. Et là, il est en rééducation. Et quelqu'un qui a des troubles,
d'orientation, c'est terrible. Ah, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais il risque d'être aussi gêné. Donc, appelons quelqu'un, donc l'équipe de soins palliatifs qui me semble intéressante. Alors, et puis, ce que j'ai retenu en tout cas, c'est en effet que le couple puisse se parler. Mais comment donc? C'est vrai qu'en appelant une autre équipe qui a aussi l'habitude et qui n'a pas les mêmes enjeux que celle de rééducation, c'est intéressant. Voilà. Alors, juste pour vous dire qu'est-ce qui a été fait, les questions-réflexions, c'est aussi la question du discernement de ces patients qui ont une maladie neurodégénérative. Ce que nous, on constate, c'est qu'il est important de les écouter, ou en tout cas d'avoir une relation avec eux. Et ce n'est pas parce qu'ils ont des troubles cognitifs qu'on ne peut pas leur parler de mort, parce qu'ils savent ce que c'est. Qu'on ne peut pas parler de traitement, est-ce qu'ils ont envie encore de continuer la dialyse ou non. Mais peut-être il ne faut pas le faire qu'une fois, il ne faut pas le faire deux seuls. Peut-être c'est le faire à plusieurs, en effet, dans l'accompagnement et puis le dire. Mais il faut trouver le moment. Alors, je vous expliquerai après. Que peuvent-elles exprimer de leur désir? Comment? Et quelle certitude? C'est la question. La question aussi du consentement. Consentement en gériatrie, c'est parfois difficile d'être certain que c'est ça qu'il veut dire. Donc, c'est là où la collégialité, à notre avis, c'est une équipe et peut-être une autre équipe, d'ailleurs c'est ce qui va se passer, parce que c'est compliqué et que, tout à l'heure on parlait parfois d'irréversibilité, c'est quand une décision est prise, ça va vite parfois, et donc il faut être prudent, humble, et savoir qu'on peut se remettre en question quelque chose. Il faut se donner des limites. Place de la famille, il y a ici particulièrement son épouse, très proche, très présente. Oui, elle a une place. Mais est-ce que c'est elle qui peut dire? Derrière, on sent un lien presque fusionnel. Elle n'arrive pas à envisager qu'il puisse partir. Donc il faut pouvoir un jour lui en parler. Et peut-être avant avec elle et après voir avec lui aussi, puisque voilà. Et quel niveau de conscience ont ces personnes de leur état et de leur vie pour avoir travaillé? Alors c'est que mon petite expérience, parce que voilà, j'ai travaillé en équipe mobile, gérontopsie, j'allais dans les maisons de retraite sur des situations comportementales et je peux vous dire que j'ai beaucoup appris et j'ai été beaucoup surprise de ce qui pouvait être dit. Et parfois, il y a des personnes, il y a des soignants qui me disaient, surtout il y en a une, ils me disaient, ça fait 6 mois qu'elle ne nous dit plus rien. Et là, j'arrive, je suis quelqu'un d'extérieur, c'est pas... Je m'assois, je parle avec les soignants, et puis vers un moment, je me tourne vers elle, et je lui dis, est-ce que vous avez des visites? Et là, elle me dit, oui, ma sœur. Il y avait les soignants qui étaient là. Je peux vous dire que leur tête, et voilà, c'est pas... je parlais, c'est l'éthique du pari, dit Christian Tanier, que je vous recommande, sur quand la conscience s'en va. Il est extraordinaire ce livre, il est à la portée de tous, très humain, et il fait l'éthique du pari du possible, de ce que la personne peut dire, de ce qu'elle est capable de faire, y croire. Vous pouvez répéter
Quand la conscience s'en va. Et Christian Tanier est un neurologue. C'est un Montpellierin qui a fait sa thèse d'éthique, son doctorat d'éthique avec quand la conscience s'en va, un défi éthique pour les soignants et les proches. Donc il parle des personnes qui ont des maladies neurodégénératives, mais pas que, ceux qui sont dans le coma, etc. Il y a des services de neurologie à Carcassonne. Moi, je l'ai connu, c'est mon chef de clinique. Voilà. Et divergence entre les... Je vais finir. Les propositions que nous avons faites. Donc, on a de la chance dans un certain sens, c'est qu'en gériatrie, on avait mis une équipe transversale, donc c'est une équipe de soins palliatifs, mais contrairement à souvent une unité mobile de soins palliatifs, cette équipe fait des soins aux personnes, donc elles peuvent avoir un lien privilégié à des moments intimes avec la personne. Et du coup, elles peuvent recueillir des paroles à ce moment-là, d'une part, et puis elles peuvent amener un certain confort et nous dire un petit peu plus. Et puis, elle peut nous dire, est-ce que la prise en soins palliatifs, qui est de l'accompagnement et des soins de confort prioritaires, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter forcément la dialyse, c'est la question ayant. En attendant d'avoir cette réflexion, on va mettre le confort en priorité chez ce monsieur qui est en grande souffrance et de sa dame qui est aussi en grande souffrance. Après, il était prêt à arrêter la dialyse. Alors, en effet, on est allé voir qu'est-ce qu'il pouvait dire à plusieurs reprises et a priori, il semble avoir compris qu'il en avait assez de la dialyse et ce qui lui pesait le plus, c'était les trajets. Et souvent, c'est ça. En effet, pour ceux qui connaissent, les trajets, c'est terrible. On est transbahuté, il y a le trajet, on est fatigué rien que par ça, et 3 fois par semaine, c'est énorme pour ces personnes. Voilà. Et donc, il était prêt à arrêter, et il savait que dans ce cas-là, il allait mourir, mais on ne peut pas lui dire, ça ne sera pas de suite. Mais par contre, ce qui lui a été dit, c'est qu'on ne le lâcherait pas seul, lui et sa femme, et qu'on l'accompagnerait dans, c'est ça, les soins palliatifs, c'est quand même d'accompagner. Puis, il y a eu la discussion avec les néphrologues pour savoir qu'est-ce qu'eux, ils en pensent quand même. La seule chose qui a été assez rapidement mise en place, c'est une LATA, c'est-à-dire que pas d'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire s'il venait à décompenser, pas de réanimation, pas de d'acte qui puisse prolonger avec une souffrance. Voilà. Et puis, on s'est dit, et l'équipe de soins palliatifs, c'est eux qui ont appelé le comité d'éthique de l'hôpital pour permettre aussi une réflexion qui nous semblait intéressante. Et donc, soins de confort maximum, on gardait une alimentation plaisir, respect s'il ne veut pas se lever, d'autant plus que ses douleurs augmentent lors des mobilisations, diminution des dialyses à 2 fois par semaine pour diminuer, c'est ce que sa femme était prête à lâcher. Donc ça permet d'accompagner, on n'est pas là pour brusquer les choses, on est là pour accompagner tout ça. Et accompagnement de son épouse, et elle entend peu ce qui lui est dit, et elle est beaucoup dans l'interprétation, mais qui est signe de grande souffrance. Voilà. À venir envisager, si besoin, en soins de longue durée, etc. Voilà, je crois que mon temps... voilà. J'avais... Mais il y a des questions qui peuvent être posées. Oui, il y a encore un peu de temps pour les questions. Parce que j'avais fait beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Christian Tanier le dira très bien.
Merci Marie-Suzanne. C'est vrai que sur ce patient, quand on a été appelé pour venir voir la situation par les soins palliatifs, en fait, la grande difficulté, c'était... on sait que tout patient a le droit de refuser un soin. Ça, c'est la loi. Mais comment... la question était du consentement aux soins chez quelqu'un qui n'est pas forcément capable de discernement. Peut-être c'était vraiment ça la question. Mais ce patient, il exprimait quand même vraiment une volonté, en tout cas, elle était exprimée même verbalement, de ne pas aller à la dialyse. Et c'est pour ça que quand on a rencontré toute l'équipe, on a dit, mais s'il l'exprime, à un moment, il faut en tenir compte, même si effectivement son niveau de discernement n'est plus celui qu'il avait, surtout chez quelqu'un qui avait un haut niveau socio-économique, mais ça a été de suivre. Et finalement, la première décision qui avait été prise, c'est de dire, eh ben, à chaque séance de dialyse, s'il ne veut pas y aller, on ne l'y emmène pas. C'est ça. Et puis peut-être qu'il y en a où il ne refusera pas, ben, il ira, mais celle où il refuse, on prend la décision de ne pas l'emmener, et au moins, on aura évidemment, en premier lieu, après, c'est les soins de confort. Mais c'est vrai que c'était une situation complexe, avec surtout son épouse qui elle, était à fond dans le déni complet de la fin de son mari. Alors, on a la question consentement. Alors, il y a la notion d'assentiment qui avait été aussi dit. L'assentiment, c'est au moment où on faisait de la recherche médicale, beaucoup de recherche médicale sur ces maladies neurodégénératives, et quand on fait de la recherche, ben, il faut le consentement de la personne. Mais quand ils ont des troubles cognitifs, est-ce que ce consentement est-il bien éclairé et bien compris? Et du coup, ce qui est demandé, c'est qu'il y ait un assentiment, c'est-à-dire qu'il ne soit pas contre. Parce que s'il est contre, dans ce cas-là, c'est non. L'assentiment, c'est qu'il puisse dire au moins qu'il n'est pas contre. Voilà. Et je pense qu'il faut retenir ça. C'est-à-dire que... Et puis, on découvre par le témoignage des personnes qui ont des troubles cognitifs, peut-être pas à son stade, mais qui témoignent. Ils témoignent d'une grande souffrance, de solitude dans ce qu'ils vivent. Et puis que parfois, on ne leur parle pas. On parle. Alors, comment ça se passe à domicile là? Et du coup, on ne demande pas, on ne lui dit pas. Et parfois, il y a des personnes qui sont capables de dire quelque chose ou de prendre la main et qui, enfin, je suis là. Quoi. Voilà. Oui. Je voudrais invoquer également l'importance de la personne de confiance. Et là, je ne comprends pas qu'actuellement, toute personne n'ait pas une période de confiance qui est à la croisée de l'affect et de l'objectivité, du dynamisme, alors que vous êtes complètement à l'ouest avec des repères. Voilà, donc il y aurait peut-être un travail à faire. On a peut-être pas tous la chance d'avoir des conjoints, des choses comme ça, mais une période de confiance, une personne de confiance qui, en son âme et conscience, ferait le meilleur pour vous, quitte à être vous-même la personne de confiance de cette personne. La personne de confiance, en effet, est quelque chose peut-être à aborder, en tout cas, dès le diagnostic, justement, avant que ne se pose tout ça, et de pouvoir dire que, en effet, voilà, vous avez une maladie de la mémoire, et puis peut-être que ça va évoluer, ou même pour un Parkinson, et un jour, peut-être que vous ne pourrez pas répondre. Et puis, lors de vos consultations, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous accompagne. Mais pensez qu'une personne de confiance peut ne pas être, enfin, moi j'insiste énormément, peut ne pas être votre conjoint, votre conjointe, ou des enfants. Ça peut être une infirmière, ça peut être votre médecin traitant, ça peut être quelqu'un qui soit proche de vous, avec qui vous pouvez parler de la mort et avec qui vous pouvez parler aussi de ce qui peut se passer. Parce que ce n'est pas toujours facile de parler de la mort avec sa famille, d'autant plus que les enfants souvent disent « Ah mais maman, tu ne vas pas parler de la mort, t'en es pas là, voyons !»
c'est important parce que, en fait, en l'occurrence, dans ce cas-là, je ne suis pas sûr que l'épouse aurait été la meilleure personne de confiance pour cette personne. Et donc, c'est difficile, et la loi dit bien, c'est le conjoint, un proche ou le médecin traitant. C'est pas pour rien, c'est parce qu'effectivement, il faut que ça ne soit pas n'importe qui, il faut que ça soit quelqu'un qui vous connaisse assez bien pour pouvoir, effectivement, pouvoir témoigner. J'insiste sur le mot témoigner, c'est pas donner un avis, c'est témoigner de ce qu'aurait voulu la personne. Et ça, c'est vraiment important parce que avant la loi de 2016, c'était l'avis de la personne de confiance, l'avis des proches. Et la loi de 2016 a changé le mot avis en témoignage, justement pour ne pas faire porter aussi une culpabilité auprès de ce proche, de ces personnes. Oui. Oui, là-bas. Je reprends quelque chose qui m'a marqué ce matin au début de matinée. Les mots ont un sens. Lorsque l'on dit personne de confiance et que l'on parle d'un enfant ou d'un conjoint, est-ce que le mot confiance a vraiment le sens dans le cas où on est? Effectivement, on est trop impliqués. C'est toute la problématique de la confusion que l'on peut avoir. On peut être un excellent professionnel du domaine de la santé, mais à partir du moment où on touche quelqu'un pour lequel affectivement on est impliqué, gardons-nous tous notre objectivité. Voilà, beaucoup de questions. Merci. Un petit mot très rapide pour dire que j'ai beaucoup apprécié que vous introduisiez la notion d'assentiment. Parce que le consentement, comme vous l'avez dit si bien, c'est toujours une affaire de tact. On se souvient que la notion de consentement est arrivée dans le droit médical avec le code de Nuremberg, où les expérimentations sur le consentement des personnes. Et donc ce principe s'est généralisé à l'ensemble des situations médicales, puisque le médecin fait intrusion dans le corps d'autrui, contrairement à la loi générale qui le lui interdit, si on réfléchit bien. Et j'ai beaucoup apprécié que la suite du code de Nuremberg, c'est la déclaration de Helsinki, je porte sous le contrôle du juriste éminent. La déclaration de Helsinki a introduit, sauf erreur, c'est en 2008, justement cette notion d'assentiment, c'est-à-dire ce que vous avez appelé tout à l'heure une forme de consentement atténué qui peut et qui doit être recherché, ce qui prouve que chaque situation singulière exige, comme vous l'avez si bien montré, du tact. Et là, c'est irremplaçable, c'est jamais une loi générale, ce sera toujours le jugement singulier, et on va retrouver notre conscience morale, évidemment, avec cette question. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, je pense qu'on peut applaudir Marie Suzanne pour sa présentation. Peut-être Marie-Suzanne, on peut demander ce qui est devenu ce monsieur. Eh bien, ce monsieur, on a diminué de 2 séances, mais je crois qu'il est décédé très rapidement, pas à cause d'une séance. Il avait un état général qui s'est épuisé. Voilà. Et bon, sa femme a pu quand même être accompagnée. Hein. Alors, normalement, quand les personnes ont été prises par l'équipe de soins palliatifs, on propose à la famille un rendez-vous après, quand elle veut, avec la psychologue, pour reparler en effet du deuil et de la mort. Voilà. Merci beaucoup. Je vais accompagner Sophie, parce que nous avons travaillé ensemble de très près ce cas pastoral. En introduction, je souhaiterais donc dire ce qu'est un peu cette aumônerie dans les hôpitaux. Le cas pastoral donc, va être le cas d'un aumônier qui va montrer un petit peu, qui va vous révéler un petit peu ce que peut vivre un aumônier qui, confronté à des situations particulières, ne va pas avoir à objecter en conscience, ni même à chercher une clause de conscience, mais plutôt
à se poser un ensemble d'interrogations et de questionnements foisonnants. Et ce sera plutôt des cas de conscience, des interrogations de la conscience, telles qu'un aumônier peut le rencontrer. Parce qu'à aucun moment, ou rarement, en tout cas, que dans des cas très très spécifiques, l'aumônier a à dire quoi que ce soit, ou à se prononcer, ou en tout cas à accompagner ou à prendre une décision. Ça peut arriver dans des cas très rares, où on va nous poser la question de savoir que dit la foi catholique en matière de ceci ou de cela. Et encore, dans ces moments-là, ce sont des questions qui sont extrêmement subtiles et, si j'ose le mot, dangereuses peut-être, parce que nous ne sommes pas là pour faire de la doctrine, mais nous sommes bien là pour être dans la pastorale. Néanmoins, nous pensons que la doctrine reste un phare dans une tempête, et que l'aumônier, dans les tempêtes des questionnements des personnes qui sont hospitalisées, doit aussi rester ce phare. Mais comment, jusqu'à quel degré, quelle est sa possibilité, et s'il n'est pas interrogé de manière claire sur des questions, parce qu'elles sont rares, les questions où on nous interroge de manière très claire et on nous demande une réponse très claire. Et dans les situations où on n'est pas interrogé, quand nous vivons les choses et que nous les écoutons, comment un aumônier peut-il avancer et peut-il se poser des questions? Voilà, comprendre aussi, juste avant de donner la parole à Sophie, que l'aumônerie hospitalière, pour ceux qui ne le savent pas, l'aumônerie des hôpitaux, est un service qui appartient de la même manière, de manière égale, à deux institutions. L'institution ecclésiale et l'institution hospitalière. Alors, évidemment, ça peut deux institutions qui sont au service de la personne humaine, pas forcément de la même manière, pas forcément par les mêmes canaux, et l'aumônier se trouve là au milieu, à la fois donc envoyé par l'évêque, donc membre de l'Église catholique, envoyé par l'évêque avec une lettre de mission, et de sa lettre de mission dépend sa situation dans l'hôpital, mais aussi personnel hospitalier, puisqu'embauché par l'hôpital, porteur d'une blouse, représentant le service des cultes, pour l'aumônier catholique, le service du culte catholique, au sein de cet hôpital. Voilà, c'était pour mettre un petit peu. Donc on va entrer dans un récit qui va à la fois, alors Sophie va lire ce récit, et pendant ce temps-là, on va essayer de voir, vous allez voir, pour que vous puissiez le suivre dans ces différentes étapes. J'aperçois Clara pour la première fois en octobre. Elle sort de la chapelle de l'hôpital, dans son fauteuil roulant, poussée par sa maman, accompagnée de deux autres personnes. Le groupe passe joyeusement devant les fenêtres de l'aumônerie. Je les remarque, mais ne les rencontre pas à ce moment-là. Quelques heures plus tard, je les retrouve au hasard du service que je visite. La maman et Clara s'installent dans la chambre. Je me présente à elle. La maman m'accueille chaleureusement. Clara a une trentaine d'années. Elle est dans un état entre le post-relationnel et l'état végétatif, je ne saurais dire. Mais le contact entre nous ne peut s'établir du fait de son visage et de son corps inexpressif. Elle a perdu l'usage de la parole depuis plusieurs années. C'est donc avec la maman que se passe la rencontre. Rapidement, Katia, la maman, me parle de baptême pour sa fille, qui, me dit-elle, est atteinte depuis son enfance d'une maladie neurodégénérative. J'écoute et j'accueille sa demande, tout en me questionnant sur la possibilité et la légitimité de recevoir ce sacrement dans cette situation particulière. Y a-t-il urgence? Clara est-elle en danger de mort? La maman me dit s'y préparer à plus ou moins long terme, et l'infection pour laquelle elle se trouve ici la fragilise encore un peu plus. Clara est-elle un enfant, puisqu'elle a une trentaine d'années? Sa maman peut-elle décider du baptême sans que l'on ait pu recueillir le consentement de Clara? Autre question. Quelle est la motivation profonde de cette maman qui a attendu tant d'années avant de faire cette demande? Une maman qui me dit d'elle-même qu'elle n'est pas baptisée. En sortant de la chambre, je décide d'aller me renseigner auprès du médecin. Celle-ci me propose de ne pas me précipiter
et d'attendre un peu que cette demande mûrisse. La maman, me dit-elle, n'est pas apaisée. Elle vient tout juste d'arriver dans le service et montre des signes d'inquiétude. Je partage son opinion. La maman ne m'avait pas paru pleinement en paix et totalement assurée dans sa demande. Je me rassure donc du temps qui m'est donné, car cela me permettra de développer une relation avec cette maman et l'accompagner dans son chemin et ses questionnements de foi. D'avoir le temps de partager cette situation complexe avec l'équipe et interroger mes responsables ecclésiaux sur cette demande et ses possibilités de mise en œuvre. Je revois la maman régulièrement et je sens qu'une relation de confiance s'établit. J'ai du mal encore à saisir quelle est la situation médicale exacte de Clara. Non pas que le dossier médical me regarde, mais cette demande de baptême légitime mon questionnement. Clara est-elle en fin de vie? A-t-on le temps de se préparer? Lors d'une de mes visites, je décide de poser clairement la question. Clara est-elle en fin de vie? Et si oui, y a-t-il urgence? L'infirmière que j'interroge me répond, je ne peux pas te répondre. Ça peut arriver demain, dans 6 mois, dans 1 an, on ne sait pas. Mais l'électroencéphalogramme est mauvais et son état se dégrade. C'est pour cette raison qu'elle a quitté son centre à cause de graves crises répétées et qu'elle est maintenant hospitalisée ici. Je comprends aussi dans ce qu'elle me dit et que je réentendrai à plusieurs reprises que la situation pour le personnel médical n'est pas habituelle. Ils n'ont pas l'habitude de faire face à des parents aussi investis et présents 24 heures sur 24 dans la chambre de leur fille, à prodiguer eux-mêmes des soins. Nous ne sommes pas dans un service de pédiatrie. Les soignants sont déstabilisés par cette manière de faire et trouvent parfois que Clara est infantilisée. C'est source de tension entre eux et les parents. Au cours des visites suivantes, la demande de baptême se précise. La maman confirme son désir. Et après réflexion avec l'équipe de l'aumônerie, c'est avec l'accord du papa, puis du service, que nous décidons d'une date pour le baptême de Clara. Cela se fera sans trop tarder, le dimanche de la semaine suivante. Le baptême est un grand moment pour tous. Il apporte un vent de fête et un souffle de vie aux parents, à la famille, ainsi qu'aux soignants présents ce jour-là. Il n'est plus question de maladie, de soins, de mort, de tension. Tous sont tournés vers la vie et vers Clara. Par la suite, ma relation avec les parents se fortifie. Il m'en faut rentrer dans les joies simples de leur famille. Un anniversaire fêté dans la chambre, un apéritif festif. Katia, la maman, a l'art de transformer le quotidien en fête. Clara connaît des jours difficiles où les crises sont rapprochées. La maman se décourage parfois. Les médecins, la psychologue, les soignants se concertent. Les parents sont très entourés. Un jour, je croise Katia dehors, un lieu neutre où l'on peut parler en toute liberté. Elle me dit, « Aujourd'hui, c'était difficile. On a vu le médecin 1h30. Elle est agitée. Tout ce qu'elle me dit est empreint de cette rencontre. Tu sais, je ne continuerai pas comme cela pendant 10 ans. Je sais qu'elle va mourir, mais de là, c'est autre chose. Tu sais, c'est très rare que des enfants comme Clara vivent aussi longtemps. D'autres médecins auraient fait autrement. Ils auraient proposé une sédation. Visiblement, tout se bouscule dans son esprit et elle ne sait pas quoi en faire. Pour ma part, je suis troublée par son changement de perspective, qui jusqu'à présent était de se battre sans hésitation aux côtés de sa fille et qui maintenant se met à douter du bien fondé de ce combat. Katia continue. La vie de Clara est-elle une vraie vie? Souffre-t-elle? Ses souffrances sont-elles intolérables? Faut-il continuer de lui donner des soins, sachant qu'aucune amélioration n'est possible, et sachant même que sa mort est plus ou moins imminente? Tout se bouscule dans sa tête. Au cours de la discussion, j'ose une petite phrase.
Peut-être que si Clara est encore vivante aujourd'hui, c'est qu'elle a envie de vivre, non? Elle me répond du tac au tac. Oui, mais c'est peut-être pour nous qu'elle y reste vivante, parce qu'on ne la lâche pas. J'accueille, je me tais. À la toute fin, je lui glisse. Katia, fais-toi confiance. C'est toi qui sais. Tu connais ta fille mieux que quiconque. L'ambiance est plus légère, je la sens mieux, apaisée. Nous nous quittons même dans les rires. Mais moi, je repars avec de nouvelles interrogations. Je ne comprends plus rien. Clara est-elle malade? Est-elle handicapée? Est-elle en fin de vie? Sa vie est-elle une vraie vie? Une survie? Sa vie a-t-elle du sens? Sa vie est-elle encore en relation? Ces soins qui lui sont prodigués sont-ils de l'acharnement? D'ailleurs, quels soins réels lui sont prodigués? Est-il juste de lui proposer la sédation? Est-il légitime de la part de la maman de la refuser? Ai-je quelque chose à en dire, moi, l'aumônier? Si oui, en ai-je les moyens, moi qui ne suis pas médecin? C'est avec toutes ces questions que je me tourne vers l'équipe de l'aumônerie. Ils sont là et m'écoutent. Nous portons ensemble, Clara et Katia, dans la prière. Je continue jour après jour les visites. La maman est plus apaisée. Nous prions régulièrement ensemble. C'est l'occasion pour moi d'observer Clara. J'apprends à la connaître et il me semble de plus en plus voir la vie en elle. Une larme qui coule, un sourire qui apparaît, ses yeux qui suivent parfois un visage. Est-ce que je me trompe? Dans le service, la tension est toujours là. Les soignants qui souhaitent faire évoluer la situation n'y parviennent pas. Les parents ne changent pas leur manière de faire et de penser. C'est le statu quo. Au bout d'une dizaine de jours, on apprend qu'une place s'est libérée dans une maison d'accueil spécialisée. À bout de solutions, on leur propose d'y mettre Clara. Aujourd'hui, Clara se trouve dans ce lieu de vie. Elle a repris le cours de son existence. Elle semble aller un peu mieux. Les crises sont toujours là, mais de façon plus espacée. L'aumônerie continue de la visiter et de prier auprès d'elle avec sa famille. Les parents se mobilisent pour Clara. Ils fêtent Noël, dressent une table dans la chambre, réunissant parents et grands-parents. Des liens familiaux se resserrent autour d'elle. Les visites se font plus nombreuses. Certains membres de la famille qui ne s'étaient pas manifestés depuis une dizaine d'années sentent le besoin de venir apporter une parole de soutien, de pardon, dire simplement « nous sommes là ». Aujourd'hui, autour de Clara, certains conflits familiaux s'apaisent, des réconciliations se vivent, les parents en sont témoins. Ce sont des gestes permanents de bonté. La grand-mère de Clara, par exemple, vient chaque après-midi partager ce moment avec sa fille et sa petite-fille Clara, chose qu'elle ne faisait pas avant. Le papa, à qui un jour je confie mon étonnement de le voir si présent et délicat pour sa fille, me répond avec simplicité. Au nom, vous savez, je lui dois tout. Elle m'a rendue meilleure. Aujourd'hui, tout semble être apaisé. La crise semble être traversée. Tout semble aller pour le mieux. Un certain nombre de questions s'apaisent. Mais la question est, jusqu'à la prochaine crise, alors suite à ce récit, nous vous proposons aussi de réfléchir ensemble sur 3 points. Le premier, c'est s'il vous reste des questions résiduelles par rapport à ce récit, partagez entre vous. La deuxième chose, repérer les 2 lieux majeurs de questionnement de l'aumônier. Il y a 2 endroits spécifiques, il y a presque 2 récits qui interrogent l'aumônier, auxquels il va falloir qu'il trouve peut-être soit une réponse, soit pas de réponse. Et enfin,
Qu'est-ce que pour vous, ce récit, en quoi il vous questionne, en quoi il vous met en route Donc je vous propose de vous mettre en 4-4, comme tout à l'heure, et de prendre ce temps-là, de digérer ensemble et de réfléchir sur ces questions par rapport à ce récit. Qui souhaiterait soit poser une question, soit intervenir, voilà, réagir. Pas de frères et sœurs. Effectivement, on s'est beaucoup interrogé sur la situation sociale, familiale de Clara, et notamment ce qui nous interpelle, une question, c'est la position de la mère, à deux niveaux, oui, de sa relation avec sa propre famille, son mari, ses enfants, et le fait qu'elle vive en permanence sur l'hôpital, elle s'est désocialisée, désaffectionnée de sa propre famille, ce qui peut expliquer l'éloignement de la famille, et comment les soignants ont-ils accepté cette situation? Parce que quand la maman de Clara prend-elle du recul? Elle ne lâche jamais sa fille. Où est-elle, elle, pour se retrouver? Donc, qu'est-ce qui, dans ce récit, montrait la situation difficile pour l'aumônier? Effectivement, vous appartenez à deux logiques de travail, mais tout est une question d'intelligence et de qualité de rapport entre l'institution et l'aumônerie. Sachant que nous, on a une expérience particulièrement positive à Nîmes. Les sous, on parle avec l'institution. Pour le reste, on parle au comité d'éthique, on parle entre soignants, entre professionnels. Mais l'aumônier s'est resté à sa place et on s'est respecté la place de l'aumônier dans l'église, dans le service. Les questions qui nous ont... la dernière question, c'est pourquoi la maman de... La deuxième question pour l'aumônier, c'est comment accepter le baptême de Clara alors qu'elle ne s'est pas exprimée. C'est la demande de la mère, mais pas la demande de la fille. Donc que se cache derrière la demande de la mère? Et quel est réellement le plaisir de Clara, puisqu'elle ne peut pas s'exprimer? Et qu'est-ce qui nous reste? On avait une question, est-ce que Clara est sous tutelle? Donc ça nous interpelle. Voilà, donc ce problème du baptême d'adultes sans consentement. Et la mère n'est pas baptisée. Voilà. Pas elle, le baptême. Voilà. Ouais, non, je voulais juste dire que les parents sont séparés et ils se sont partagés la semaine. Donc le papa vient le week-end et une fois par semaine et la maman pour les autres après-midi. Enfin non, les autres jours. Mais actuellement, maintenant qu'elle est dans un service, dans un établissement spécialisé, la maman a repris son travail. Voilà. Ce qui est bien. Est-ce qu'il y avait d'autres pour le baptême? Peut-être que c'est une question qu'on s'était posée, bien sûr. Simplement, est-ce qu'elle était physiquement empêchée de s'exprimer, la jeune fille, ou bien aussi intellectuellement? J'allais dire, est-ce qu'elle avait la possibilité d'exprimer quelque chose intellectuellement et affectivement, ou bien est-ce que c'était simplement vocal? Parce qu'il y a quelquefois des possibilités d'ordinateur ou autre, on peut exprimer des choses. Non, il n'y avait aucune communication, à part les yeux. Mais au départ, oui, on n'était pas sûr que même ses yeux voulaient dire quelque chose. Et finalement, je me suis rendu compte que oui, mais il a fallu du temps. Vous n'avez pas répondu sur la pertinence du baptême dans ces situations. C'est ça, mais j'attendais de voir s'il y avait d'autres personnes qui voulaient poser la question par rapport au baptême. Bon, je pense que j'ai... Est-ce qu'il est impossible de faire un parallèle entre le baptême de Clara et le baptême d'un bébé? Oui, c'est exactement ça. Donc ici, une question sur la pertinence du baptême. Là, un parallèle entre le baptême de Clara et le baptême d'un bébé. Nous avons vu l'action de l'Esprit Saint dans ce témoignage, dans le sens où l'Esprit Saint s'est adressé à la maman, et la maman a délégué par rapport, puisqu'elle avait dit qu'elle ne pouvait pas, si sédation, c'était pas la solution, mais elle ne pouvait pas continuer de cette manière. Et donc, cette demande de baptême, nous l'avons considérée comme une délégation.
une demande de délégation. Et demandez, vous recevrez tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire le baptême s'est fait dans la joie, il y a eu demande de pardon de certaines personnes, la grand-mère qui est revenue, tout d'un point de vue spirituel, ça s'est fait. D'autres réactions par rapport au baptême avant qu'on réponde? Juste un mot, des fruits. Des fruits. Des fruits. Alors, par rapport au baptême, vous avez donc bien repéré qu'effectivement, vous avez vu, il y a une série de questionnements de la part de l'aumônier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a aussi des règles et on peut vraiment légitimement se poser la question de savoir, d'ailleurs l'aumônier se la pose très clairement, pourquoi cette maman qui elle-même n'est pas baptisée fait la demande du baptême pour cet enfant qui a déjà une trentaine d'années. Elle ne l'a pas fait avant, elle le fait maintenant. Et enfin, donc la question c'est d'abord, est-ce qu'on peut accéder à cette demande? C'était une vraie question, ça a été une véritable interrogation en équipe et avec nos responsables ecclésiaux. C'est-à-dire qu'un aumônier ne va pas rester tout seul. C'était ça qui était aussi important à repérer. L'aumônier ne va pas rester tout seul à prendre sa décision en disant bon bah très bien, demande le baptême, on va lui donner le baptême. Donc on voit bien que Sophie repart avec toutes ces interrogations, va les déposer, on est allé un peu vite, mais elle va discerner avec l'équipe, et puis elle va se renseigner du côté ecclésial, et enfin elle se renseigne aussi du côté médical, vous avez vu il y a quand même plusieurs aspects à prendre en considération, et enfin il y a une décision de baptême. Et là on est allé un peu vite dans le récit, justement pour que vous puissiez poser ces questions-là. Et donc la première question c'est, elle est adulte, elle ne peut pas exprimer sa demande de baptême, donc est-ce qu'on la respecte en lui donnant le baptême? Mais est-ce qu'elle est adulte? Puisqu'à aucun moment elle ne peut exprimer une quelconque quoi que ce soit, un quelconque désir. Dans notre foi, le baptême est donné aux enfants. Et il est demandé par les parents pour les enfants. Et c'est une question très claire qui a été posée dans le récit. Est-elle une enfant? Alors, l'Église dit, si une personne adulte tombe dans le coma, mais elle a été adulte, elle a un accident, elle est dans le coma, et la famille demande le baptême pour cette personne, nous ne pouvons pas lui donner le baptême, parce que c'est un manque de respect. Cette personne, si on ne peut pas recueillir le fait que cette personne en ait eu le désir et les souhaiter, eh bien on ne peut pas, on va pas aller contre. Mais cette personne, cette Clara, elle n'a jamais accédé à l'âge adulte de manière intellectuelle et on a l'insistance aussi sur le fait que les parents sont tout le temps là autour, montre bien le manque d'autonomie permanente et pas simplement physique de cette personne. Donc la décision pastorale qui a été prise a été de lui offrir ce baptême comme une bénédiction offerte à tous les enfants. Voilà. Puisque de fait, ça semblait avoir du sens pour la maman. Donc après avoir pris, évidemment, donc discernement avec tous, et c'est de poser la question. Et effectivement, aussi, l'aspect médical qui est très important, puisque nous n'étions pas sûrs que cet enfant, adulte, allait vivre. Donc, est-ce que nous allions nous... Voilà. Donc, c'est ce choix-là qu'a fait... l'aumônerie, parce que c'est pas l'aumônier seul, un prêtre est venu, c'est pas l'aumônier qui a baptisé, il y a un prêtre qui est venu, il y avait l'équipe d'aumônerie, voilà. Et derrière, effectivement, on peut parler des fruits qui ont été mis en avant, alors que on peut pas radicalement dire, bah, c'est l'Esprit Saint, c'est normal, ça se voit, c'est clair, on va pas être aussi radical, mais il y a quand même un ensemble de choses qui ont découlé derrière, qui ont été des moments, en tout cas au moins des moments de vie. Voilà. Des moments de vie, et en particulier ce qui était important, c'est rencontre et prière avec l'aumônier. C'est-à-dire qu'en fait, la maman n'est peut-être pas encore baptisée, peut-être pas baptisée, mais elle prie. Et elle prie, donc il y a quand même quelque chose qui relève du sens. Elle a demandé aussi le baptême, maman. Et après, on
Mais on le, enfin, elle voulait le faire en même temps que sa fille. On lui a dit qu'il fallait cheminer et qu'on le ferait comme ça. Voilà. Donc là, on est en relation avec elle et on chemine avec elle. Et aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que, enfin, je crois que c'est qu'on est baptisé dans la foi de l'Église, pas dans la foi des parents. Je sais pas si je crois pas. Donc déjà, cette réponse d'un prêtre, ça nous a éclairés. Voilà, parce qu'on était là autour d'elle et elle avait un parrain, une marraine aussi baptisée. Voilà. Je peux interpeller Jeanne. Moi, ça m'a un petit peu choqué quand tu dis que vous avez considéré ça comme une bénédiction de l'Église. Non, enfin... J'ai cru comprendre ça. Une bénédiction, c'est quelque chose de bon. C'est ça dans le sens premier du terme. Pardon, je fais bien, parce que comme ça, moi, ça me permet. C'est un cadeau. Le baptême est un cadeau. C'est un sacrement. C'est un sacrement qui dit ce qu'il fait ce qu'il dit, comme les sacrements, et qui est offert aux petits-enfants, voilà, aux innocents. Donc voilà, c'était dans ce terme-là, pardon, que je dis le terme bénédiction. Mais c'est vrai que la question se posait aussi, alors comme les parrains, c'est très important aussi de le rajouter, les parrains et marraines étaient croyants. Et c'est parce qu'à un moment, il faut que quelqu'un puisse dire au-dessus de cette personne, enfant, adulte, voilà, je crois. D'autres interventions, d'autres questions? Peut-être de conclusion des petits groupes de réflexion? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont ressorties? Aborder une question, puisque à un moment est évoquée la question de la sédation. Alors c'est intéressant parce que est-ce que cette patiente aurait pu bénéficier d'une sédation ou subir? Tu as raison, juste pour rappeler, alors c'est pour ça que j'ai posé la question, cette patiente, elle était alimentée par voie artificielle. Elle était donc nourrie et hydratée artificiellement. Et donc, elle rentre dans le cadre de la loi Claes-Leonetti d'un possible arrêt des traitements et de la sédation et la nutrition et hydratation artificielle en son, et la mise sous sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès. Alors, évidemment, dans cette situation-là, on se demanderait pourquoi faire une sédation, puisque finalement, elle est stationnaire. Finalement, cette enfant, pour l'instant, elle est stationnaire, donc on pourrait se poser la question de est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est entendable. Il y a une question qu'on a, bon, c'est important aussi qu'on la pose, c'est est-ce qu'il y a des frères et sœurs? Parce que dans ces situations-là, il y a souvent beaucoup de secondes victimes. On a vu le divorce, ça loupe pas, hein. C'est pour s'occuper de cérébrolésés, c'est un grand classique. Et la maman s'occupant exclusivement de la fille, s'il y avait d'autres frères et sœurs, c'était des secondes victimes. Donc ça fait, ça, nous, enfin, en tout cas, quand on doit prendre des décisions d'arrêt de traitement chez ce genre de patients, on doit se poser la question, et ça rentre en compte aussi là-dessus. Mais je vais juste vous raconter l'anecdote parce que qui est un peu en relation avec ça, c'est que j'ai été appelé dans un centre pour une équipe qui était en difficulté. C'est un patient qui était rentré dans le centre, un traumatisme crânien végétatif. Il était rentré à l'âge de 46 ans et il en avait 61. Et il était toujours végétatif. Et ses parents venaient le voir tous les jours. Et un jour, il y a une demande de la famille d'arrêter la nutrition et l'hydratation artificielle chez ce patient qui, en l'occurrence, était stable cliniquement. Et donc l'équipe était extrêmement choquée. Elle s'est dit, mais pourquoi maintenant? Ça fait 12 ans qu'il est comme ça. En fait, la réponse de la famille, c'était simple. Le papa venait de mourir, la maman rentrait en EHPAD, et la famille disait, nous, il n'y a plus personne qui va venir le voir, et donc pour nous, ça n'a plus de sens s'il continue de vivre, et donc il faut arrêter l'hydratation et l'alimentation artificielle. Et donc l'équipe était quand même très très mal à l'aise sur cette situation, et donc ils m'ont demandé de venir discuter avec eux. Et c'est vrai que c'était une question qui était difficile. Mais en fait, la question elle s'est résolue assez facilement et heureusement sur une chose, c'est qu'à un moment j'ai demandé à l'équipe et
Et alors, il y avait une sœur, mais qui venait très rarement et qui était là et qui faisait le porte-parole de la maman qui restait. J'ai dit, mais est-ce qu'on a une idée de ce que ce patient, lui, aurait voulu? Ah, et alors l'équipe me dit, ah oui, oui, il avait dit qu'il ne voudrait jamais vivre lourdement handicapé. Alors je dis, donc, on est en train de m'expliquer que ça fait 12 ans qu'il est dans une situation qu'il n'aurait pas eu envie de vivre. Je lui dis, moi, la réponse, c'est toute faite, là. La question, elle n'est pas de savoir si le papa et la maman peuvent continuer à venir. La question, elle est, est-ce que c'est raisonnable, et c'est là, pour un patient qui n'est pas en fin de vie, de maintenir artificiellement la vie. Et donc, on a mis en place une sédation pour qu'on continue, on a arrêté. Mais au titre du fait que ce patient, il n'aurait jamais voulu vivre comme ça. Moi, ce qui m'a frappé dans ce cas, c'est, par nature, je veux que les choses aillent vite. Et là, la notion de temps, de laisser faire les choses, Et finalement, ce que je trouve très beau, c'est la chute, avec le père qui dit « cette situation m'a fait grandir ». Parce qu'on a su, au-delà des cabossages de la vie, du couple, de la famille, tout ça, je pense que on est des êtres en devenir. Et on n'a pas des étiquettes figées. Et donc, on est dans une dynamique. Et ça, je crois que c'est très fort dans l'expérience qui a été dite, que beaucoup d'entre nous ici ont, quoi. Cette notion de temps, qu'on est des êtres en devenir. Je voudrais soulever le fait que, à un moment, l'aumônier exprime « je ne comprends plus rien ». Et ça, c'est le temps, le rythme, tu vois, c'est dans un cas pastoral, c'est une écoute qui est spécifique. C'est pas une écoute c'est une écoute qui va prendre son temps, qui va prendre son rythme, qui va rentrer dans ce qu'on appelle les moments d'éternité, le kairos. Voilà, on n'a pas. Ouais. Donc il y a le chronos et puis il y a le kairos et il y a des moments. Et donc dans ce moment précis où on marque une rencontre forte, on sent bien que là il y a un moment précis, quelque chose qui se joue. Bon, une crise, voilà. Et puis aussi, il y a quelque chose de très fort qui se joue dans le baptême qui a lieu aussi. C'est aussi un kairos. Il y a aussi un moment extrêmement fort il se passe quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et en fait, il est là. On fait des cas médicaux et des cas pastoraux. Le cas pastoral, il n'a pas de réponse, il n'a que des interrogations et de l'accompagnement. Il va s'enraciner dans quelque chose qui nous échappe. L'aumônier, lui, n'est pas censé comprendre et connaître la situation médicale, comprendre que... Voilà. Et quand bien même, alors il va arriver des moments où on va être... heureusement, on a des liens forts avec les services, et il y a une grande confiance entre les services et l'aumônier, et les aumôniers. Et ça, c'est vraiment un témoignage qu'on peut avoir. On est très souvent mis au courant des choses. D'abord, il faut que nous, on les comprenne aussi, parce qu'on n'est pas médical. Donc ce dont on a besoin, on va essayer de le reformuler auprès du personnel soignant pour être sûr de le comprendre, mais la majeure partie du temps, on va juste écouter, et on va écouter ce que le personnel nous signifie, parce qu'après, on va écouter ce que les parents nous signifient, mais on n'est pas là pour agir, on est là pour écouter. Donc voilà, ça c'est quand même des choses, cette mise en abîme, en fait, que dans ce récit de l'ensemble, en fait, c'est une mise en abîme existentielle, des questions qu'un aumônier peut se poser quand il se trouve dans des situations dont il ne peut pas avoir, il ne cherche pas à avoir une solution. Et il ne peut pas l'avoir, même si un médecin lui explique, mais si, voilà. Dans ce qui a été décrit, en tout cas, moi je suis frappée de l'ouverture qu'on appelle le fruit, cadeau, de ce baptême. C'est un moment de vie parce qu'il y a eu aussi d'autres. D'abord, ils se sont retrouvés ensemble à vivre quelque chose de commun et à vivre quelque chose de commun avec des personnes autres. Et ça, c'est extraordinaire. Et du coup, je ne sais pas, mais quand on voit la suite, elle trouve aussi une place dans un établissement.
Donc il y a une ouverture vers l'extérieur, comme s'il y avait une nouvelle naissance. Enfin, voilà, hein, je dirais, ce qui m'a frappé, c'est beaucoup ça. Et lâcher prise de la maman, je disais que finalement, est-ce qu'elle n'a pas, je ne sais pas pourquoi elle a demandé le baptême pour sa fille, pour elle, mais comme une espèce de nouvelle naissance qui fait que peut-être, hein, c'est très personnel, que peut-être il y a une acceptation d'une mort possible. Et du coup, le fait de naître et de vivre fait qu'on est dans la vie. Mais bon. Moi, j'ai pris c'est l'acte de foi de la maman, moi, qui m'a beaucoup touchée. Parce que quand elle a demandé, on s'est posé beaucoup de questions et c'était un peu un jugement aussi. C'est pas vraiment carré, ce qu'elle me demande. Après, elle témoignait aussi que quand sa fille était plus jeune, elle parlait. Et elle était très attirée par les églises, elle aimait aller dans l'église, etc. Mais c'est l'acte de foi qui a porté du fruit. Enfin, c'est un peu comme la syrophénicienne, en fait, je trouve. C'est vraiment... ouais, je crois, et ça a ouvert des portes. Et voilà, on a entendu, enfin, on lui a permis, l'aumônerie a permis à cette femme d'aller au bout de son acte de foi. Et c'est tout son chemin. Et puis moi, je l'ai vécu comme comme un combat spirituel. Parce qu'on ne peut pas agir. Et on est là ballotté, mais on sent des choses, des forces de mort. Et donc, du coup, il fallait rester. Et c'était des bons moments de rester, même si c'était inconfortable. Voilà. C'est l'aumônerie, moi je dirais que c'est l'aumônier. C'est vraiment de personne à personne que ça s'appelle. L'aumônier n'existe pas sans l'aumônerie. Je tiens à faire cette distinction et j'espère que c'est passé dans le récit. Hein, parce que sinon, voilà, c'est bon, ben vous le savez, vous aussi, toute personnel médical, comment ça peut se passer. Et sans l'Église, parce que quand je dis l'aumônerie, c'est toute l'Église catholique qui est derrière, c'est notre évêque qui nous envoie, c'est nos prêtres, c'est voilà, c'est l'aumônier. Voilà, il y a quelque chose derrière ça, et accessoirement Dieu aussi. Hein. Bien, on va une petite pause là, et on se retrouve dans 10 minutes.